moi, je vais du coup prendre la suite et puis je pense que le pont se fait très bien avec ce que vient de présenter Aurélie sur la nécessité de repenser aussi les échelles plus locales et aussi les tensions sociales qui nourrissent le conflit au-delà d'une approche un peu macro. Et donc, ce que Cédric Jourde, donc professeur à Ottawa, et moi-même et un collègue malien, donc Modibo Cissé, qui est à Bamako, avons essayé de faire dans le rapport, c'est premièrement de sortir un peu du tout sécuritaire, donc comme le disait Aurélie. Ça c'est un premier point. Et puis le deuxième point qu'on a essayé aussi de déconstruire, c'était sortir du tout religieux. Donc de dire la question religieuse et la radicalisation entre guillemets religieuse n'explique pas tout au Mali et il faut comprendre qu'est-ce qui nourrisse donc les affiliations à certains groupes, les reconfigurations sociales et statutaires et puis du coup la question de l'engagement ou non dans ces mouvements. Alors, ce qu'on a fait aussi, et je pense que c'est un point important, parce que ça, c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres travaux sur le Mali, mais ce qu'on a essayé aussi de faire, c'était de redonner de l'importance aussi donc aux logiques sociales, je viens de le dire, mais aussi aux logiques institutionnelles, et de regarder qu'est-ce que nous disent aussi les élections et les processus électoraux. Donc pas directement l'État, mais plutôt les logiques de représentation, de légitimité politique et sociale. Donc dans cet écheveau malien dont parlait Aurélie. Donc c'est pour ça qu'on a produit donc ce rapport qui s'intitule Logique de violence au centre Mali et perspectives locales. On a mis en place un certain nombre de choses pour le produire, notamment une revue documentaire assez extensive donc sur les logiques de décentralisation par exemple, sur les processus électoraux, sur les résultats, sur la situation dans le delta donc, du Niger, à partir donc, de données justement tirées de bases de données plus en agronomie ou en anthropologie. Et on a travaillé aussi par entretien avec donc Modibo Cissé qui a réalisé une série d'entretiens dans le centre du Mali, donc dans le cercle de Tenenkou, avec, je vais vous mettre une carte, ça sera plus clair. Donc ici, donc la région de Moti qui se retrouve ici, le cercle de Tenenkou est ici, et vous voyez Bamako ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la carte du pays, l'idée c'était premièrement d'avoir accès à des enquêtés donc, de première main, donc de pouvoir faire des entretiens avec eux, mais c'était aussi une forme de contrainte puisque quand Bruno nous a dit vous pouvez partir faire du terrain, on aurait beaucoup aimé faire du terrain, mais on en reparlera, on en a beaucoup parlé avec Momonatou déjà. Être blanc, être occidentaux et aller faire du terrain au centre du Mali, c'est pas la meilleure idée en ce moment. Donc même si on aime beaucoup Bruno et qu'on aime beaucoup le projet Franco-Paix, c'était pas forcément une bonne idée. Et d'ailleurs, en parlant avec vous, la question se pose aussi pour vous, en tant que Malien, d'aller faire vos terrains de recherche dans ces régions-là. Ça s'est posé aussi pour Modibo, donc, qui a pris des risques aussi pour faire les entretiens et a trouvé des solutions aussi un peu connexes ou en tout cas alternatives pour réaliser ces entretiens, parfois aussi par téléphone ou dans les réseaux présents à Bamako de gens qui voyagent et non pas aller là-bas. Donc ça pose des questions, Aurélie aussi, c'est des questions qui se sont posées, on pourra en reparler aussi tout à l'heure. Mais donc comment travailler sur des transformations socio-politiques dans des zones de conflit, elle l'a déjà fait auparavant dans d'autres régions dans le monde, mais c'est vrai que pour les chercheurs maliens avant tout, et puis pour les gens qui travaillent sur le Mali, documenter ce qui se passe, c'est un enjeu, je pense, assez important. Et puis, il y a des focales il y a des biais, en fait, d'observation, puisque quand on travaille à Bamako, forcément, on n'a pas forcément accès aux logiques et aux réalités qui s'opposent dans ces régions-là. Donc ça, c'était un point un peu métaux que je voulais souligner. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de manière... donc, c'est pareil, un panorama assez général, mais qu'est-ce qu'on peut dire donc, sur le rapport ? Premièrement, en général, on pense au niveau historique à la crise malienne par la focale Touareg, puisque ça a été la rébellion donc, du Nord qui a largement dominé donc, les imaginaires
sur le Mali, et puis du coup les reconfigurations dans le territoire malien. Mais on voit que le centre du Mali, donc cette zone ici que je vous présente, donc notamment la région de Mopti, a connu une hausse notable du niveau de violence depuis surtout 2015, comme le présente Adam Sander dans son rapport également. On voit que la région de Mopti, mais surtout le cercle de Douenza notamment, sont tombés sous le contrôle du MNLA puis du Moujao à partir de 2013. Et que et là Bruno en reparlera, mais si les forces de sécurité maliennes appuyées par les forces françaises ont réussi à faire reculer ces groupes donc vers le nord, il n'en reste pas moins que c'est une zone qui connaît des violences importantes avec des exactions régulières. Donc dans le rapport, on a essayé de faire une liste assez exhaustive de toutes les formes de violence depuis 2013 donc dans cette région-là. L'État, pareil, donc deuxième point, est très peu présent, encore moins en brousse, donc les zones qui sont reculées, donc rurales, où différents groupes, comme le disait Aurélie, imposent leur autorité, avec donc des logiques assez enchevêtrées, des logiques de domination de ces groupes qui s'arriment à d'autres formes de domination sociale, comme je vais en reparler juste après. Donc c'est une zone assez explosive, une zone tampon donc entre le nord et le sud, et entre donc le nord et la capitale. Donc pour comprendre ces problématiques, ce qu'on a choisi avec Cédric, c'est de revenir à une approche historique et micro-politique, donc revenir sur les logiques de structuration sociale, et pour expliquer ces tensions sociales qui peuvent prendre des formes violentes dans la période plus contemporaine, en montrant que s'il y a tension sociale, c'est sans doute parce qu'il y a des ressources. Et donc les ressources, vous allez les voir ici, c'est majoritairement donc des ressources rurales, mais aussi halieutiques, donc ce qui veut dire donc de l'élevage et de la pêche donc dans le delta du Niger. Si on réfléchit à ce que représente le delta du Niger au Mali, et en tout cas dans cette zone, c'est donc une plaine inondable de 20 000 km², donc, que vous voyez à peu près là. Donc vous voyez là une zone donc, très verte, donc, qui va favoriser donc, l'élevage et donc le développement donc, de cheptels importants, avec donc une production donc, d'élevage, mais aussi de la pêche, et qui vont être dominées, surtout pour cette région, par des communautés peuls. En général, ce qu'on définit, c'est des communautés peuls qu'on catégorise comme autochtones, donc de la région même, mais aussi allochtones, puisque c'est des populations peuls qui sont dans les zones périphériques et qui viennent faire, donc qui font migrer donc leur cheptel pour pouvoir donc se nourrir dans la période où le delta est donc très vert. Donc en général, la période où le cheptel vient manger, c'est octobre à mai, puisque la plaine n'est pas inondée, et que les troupeaux séjournent dans ce qu'on appelle les bourgous, donc les pâturages, qui constituent, donc, ou en tout cas qui démontrent une productivité exceptionnelle, puisque on peut, dans cette région, produire jusqu'à 30 tonnes de matière sèche à l'hectare, donc un très bon pâturage donc sahélien, ce qui est assez exceptionnel. Et donc, ce qui montre que il va y avoir des enjeux d'accès à ces ressources très importants dans cette zone. Je peux vous montrer ici l'évolution. Donc on a dans cette zone donc, du delta du Niger 50% du cheptel national qui est donc localisé dans cette région. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est que il va y avoir donc des communautés, des ressources, et que ces communautés sont structurées sur des logiques donc de hiérarchie statutaire que vous retrouvez ici, qui sont très importantes pour comprendre justement ces tensions sociales qui sont à l'œuvre aujourd'hui donc au Mali. On a donc dans cette zone différentes communautés, les communautés Peuls, comme je vous le disais, mais on a aussi des communautés Bamana, Dogon,
qui sont structurées sur des hiérarchies statutaires. Dans la communauté Peul, en général, on dit on constate qu'il y a des hiérarchies assez bien structurées entre les nobles, donc les personnes qui sont libres au sens littéral, qui n'ont pas connu de formes d'esclavage, qui sont des catégories dominantes. Et ensuite, on voit de manière inférieure, intermédiaire, d'autres sous-catégories. On voit notamment les catégories de castés. Donc ça, c'est pas propre aux communautés Peul, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents groupes sociaux dans la région, au Mali, mais aussi ailleurs. Et donc ces sociétés castées, notamment les artisans, dominent encore une classe encore inférieure, qui sont les descendants d'esclaves, donc les Makudo au Mali, ou les Riambé, si je le prononce plus ou moins correctement. Donc c'est des choses qui sont importantes. Pourquoi ? Parce que les catégories nobles, donc dominantes, vont avoir accès donc aux zones cultivables inondées, donc pour leur cheptel. Et puis il va y avoir donc un certain nombre d'intermédiaires qu'on va appeler les Joro, qui vont donner l'accès donc à ces ladies. Donc j'ai une carte ici. Donc les ladies, c'est les territoires du delta, donc les zones, donc les divisions foncières en fait au sein du delta, auxquelles ont accès donc les communautés Peul possèdent donc ces dominants, et les Joro vont donner accès à ces territoires à du coup les communautés Peul donc allochtones, donc qui viennent donc par la migration faire paître donc leur cheptel donc dans la région. Ce qui est intéressant, c'est que les Joro, donc ces intermédiaires, et puis les catégories dominantes vont au fur et à mesure prendre leur pouvoir aussi donc des structures étatiques, puisque elles vont s'arrimer donc aux structures de l'État, vont servir d'intermédiaires et donc de figures de la prédation, puisqu'elles vont capter donc l'argent et les ressources que constitue cet accès que donne aux communautés Peul allochtones pour pouvoir venir faire paître leur cheptel. Et donc va s'instaurer un système donc de captation des ressources et de redistribution des ressources, mais uniquement donc au niveau donc des catégories dominantes, et vont laisser de côté donc des communautés dominées qui vont être de plus en plus pressurisées au niveau financier et au niveau foncier aussi, puisque les territoires s'agrandissent et l'accès donc aux ressources de pâturage donc se réduit. Donc, comme il me reste peu de temps et qu'il y a beaucoup de choses à dire, pour résumer, en gros, ce qu'on a dit dans le rapport, c'est que c'est la période, donc depuis l'indépendance en 1960, a beaucoup transformé, ou a vu beaucoup se transformer la région donc du Niger, que les transformations de l'économie et de l'élevage et de l'agriculture dans la région de Mopti, et plus généralement dans le delta intérieur du Niger, ont accentué les rivalités politiques. C'est ce qu'on a vu aussi dans différents travaux. Que les tailles de cheptel ont très largement augmenté, et comme je le disais, les tailles des pâturages ont diminué, donc forcément c'est une source de tension importante, puisque l'espace dédié à la transhumance a nettement réduit, et que l'État a augmenté les terres irriguées, donc les terres d'agriculture irriguée, cultivée, qui limitent du coup justement la mobilité des cheptels, donc des communautés Peul. Donc va en résulter des vives tensions, notamment entre les pasteurs Peul, donc allochtones venus de régions plus arides, et ceux qu'on catégorise comme les maîtres Peul, donc des pâtures du delta, et les communautés d'agriculteurs, donc de ces fameuses régions d'agriculture irriguée, financées par l'État, notamment l'opération riz, puisqu'il y a des rizicultures qui se sont développées très largement dans la région. Qu'est-ce que ça produit ? C'est que ça va produire des tensions fortes au niveau des communautés, notamment dans les hiérarchies statutaires, entre ceux qui sont considérés comme les dominants, donc les libres, et qui par conséquent ont des positions de pouvoir et donc sont des propriétaires, et puis les lignages qui sont libres mais qui ne sont pas propriétaires de ces fameux ladies, donc de ces fameux territoires, et puis les communautés d'anciens esclaves qui eux ne sont pas propriétaires et sont dominés au niveau social et statutaire. Donc ça constitue donc cette reconfiguration une clé importante donc de ce qui se passe au centre du Mali, et donc des conflits et des tensions violentes qui se passent au
au centre du Mali. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux religieux? C'est que, certes, il y a une attraction vers des groupes religieux comme celui d'Amadou Koufa, par exemple, qui réactive l'imaginaire de la Massina, de la Dina, avec cette idée que les groupes religieux et s'engager dans ces groupes religieux va permettre d'inverser ces rapports statutaires, ces rapports de hiérarchie, donc entre classes dominantes et classes dominées. Donc c'est pas pour disqualifier donc l'intérêt ou l'attrait spirituel, idéologique de ces individus, de ces dominés vers ces groupes, mais c'est de montrer qu'il y a, au-delà de la question religieuse et islamique, il y a vraiment une logique de renversement des hiérarchies statutaires qui est en jeu pour les dominés, d'essayer d'imposer leur autorité par rapport à des dominants qui les ont largement pressurisés et donc ponctionnés aussi au niveau financier, mais aussi social et symbolique pendant de longues années. Donc, comment ça se lie, et là je finirai là-dessus, sur donc le niveau électoral. On avait des élections électorales qui étaient prévues donc à l'automne 2017 qui doivent être organisées bientôt normalement. On a eu des élections législatives en 2013 qui, elles, en fait, posent la question de est-ce que dans les logiques de démocratisation, est-ce qu'on retrouve finalement un renouvellement du personnel politique ou est-ce que dans la zone du centre du Mali, on retrouve par l'entremise du processus électoral les positions de domination élective possédées par des dominants sociaux. Et ce qu'on a vu dans l'enquête, c'est que largement oui, que les élections reproduisent donc les logiques de domination sociale et statutaire et qu'il y a peu de place en fait pour les dominés de rentrer dans la compétition électorale et la compétition politique et donc dans la représentation politique. Il y a quelques personnes dominées, donc des castés qui arrivent à accéder à des positions de pouvoir, mais très largement dans le jeu électoral local et donc au niveau plus national avec les élections législatives, on retrouve donc des dominations statutaires assez importantes qui montrent que finalement l'espace de la domination et puis l'espace de la représentation et l'accès aux ressources notamment étatiques reste très dominé, très verrouillé et que du coup le changement politique et le changement social est difficile à mettre en place. Donc si ces vecteurs de changement que peuvent être les élections ne permettent pas donc l'accès au plus grand nombre. Et donc quand on parle de démocratisation, il faut questionner le niveau local et regarder ce qui s'y passe réellement. Donc c'est une chose de dire on va démocratiser au Mali donc dans le post-crise donc 2012 avec les élections en 2013 présidentielles et législatives. Mais si au niveau local, les logiques de reproduction des dominations sont toujours présentes, c'est difficile de penser le changement à un niveau de moyen terme et de long terme. Voilà. Donc je m'arrêterai là-dessus. Je me suis octroyé un peu plus de temps, je suis désolée. Mais donc c'est ça l'idée. Donc vous voyez le lien entre les deux rapports et la manière dont ça dialogue, et ça va dialoguer aussi avec ce qu'on va entendre de la part de Maïmou Natou.